Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, nous sommes ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va s'intéresser à la question suivante. Aidons-nous les agriculteurs qui en ont réellement besoin. Est-ce normal que la reine d'Angleterre touche 11,2 millions d'euros? Est-ce normal que l'on verse 82 millions d'euros au prince de Monaco? Est-ce que les politiques d'aide, qu'elles soient européennes ou nationales, sont adaptées à ce qu'on veut en faire? Et justement, on va analyser cette question en compagnie de Jérémy Deserle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des jeunes agriculteurs. À vos côtés, donc, Rémi Mingui, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur laitier dans quelle région? Les Pays de la Loire, Maine-et-Loire exactement. Bon, voilà. Jacques Carle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de Montmagri. Montmagri, c'est quoi? Mouvement pour une transition mondiale de l'agriculture. C'est un think tank qui s'occupe des politiques agricoles. Très bien. Et à vos côtés, Jean-Marie Serroni. Bonjour. Vous êtes agronomiste, un peu le caillou dans la chaussure qui oblige à repenser les choses différemment. Et on aime bien vous inviter pour cela. Entre agro et nomiste, il y avait écho. Hein. C'est J'ai oublié agroéconomiste. agroéconomiste. Mais d'ailleurs, c'est à vous de lancer le débat. Concrètement, est-ce qu'on a réellement une politique d'aide qui a du sens aujourd'hui? Alors quand on dit les aides, qu'est-ce qu'on entend par les aides? Si je suis sur les aides de la PAC, mais il n'y a pas que les aides de la PAC. Et puis les aides, ce n'est pas que de la finance dans la politique agricole. Mais si on est sur les aides de la PAC, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment global qu'on arrive un peu à un système qui est à bout de souffle. Mais je dirais qu'avant de savoir si les aides collent ou collent pas, les aides, c'est qu'un moyen. Le total des aides qui est le budget, c'est qu'un moyen. Mais au service de quelle ambition, de quelle politique? Sachant qu'une politique agricole, ce n'est pas que les aides. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de vision de ce qu'on veut faire, donc on a une politique un peu erratique? Oui, on a une politique erratique et au plan européen, elle l'est particulièrement. L'ensemble des budgets européens, c'est plus de 100 milliards d'euros. Un peu plus de la moitié autour de la Commission européenne et le reste dans les budgets des États membres. Ce sont essentiellement des aides qui doivent permettre aux agriculteurs de faire face à la volatilité des prix, au mouvement erratique des prix. Malheureusement, la plupart de ces aides sont découplées. Comme elles sont découplées, elles n'ont plus aucun lien avec la réalité économique des marchés et avec les objectifs stratégiques. C'est pour ça que dans le domaine laitier en particulier, il n'y a pas de prix. Et ce sont des aides que l'on peut remettre en question, parce que donner des aides quand les prix sont élevés, ça n'a pas de sens, et quand les prix sont bas, ce n'est pas suffisant. Mais on va sûrement y revenir. D'ailleurs, elles ne marchent pas ces aides, puisqu'on ne fait que de perdre des producteurs, donc on n'aide pas les agriculteurs, on n'aide même pas l'agriculture, puisqu'on recule en France sur le plan agricole. C'est ça qu'il faut repenser. Mais faut-il aider l'agriculture d'ailleurs? Il faut aider l'agriculture, ça a toujours été le cas, et quand on regarde les politiques agricoles des États-Unis, de la Chine, du Brésil, de tous les grands pays producteurs, ce sont des politiques dont les soutiens sont de plus en plus importants. Parce que les marchés mondiaux sont de plus en plus concurrentiels, sont de plus en plus spéculatifs. Ce qu'il faut pour les agriculteurs, c'est une visibilité de long terme. Il est impossible, dans des métiers d'investissement lourds, d'avoir des visibilités à 6 mois. C'est un véritable problème. La politique européenne est la seule politique qui ne tienne pas compte de cette réalité. C'est pour ça que je pense que l'on gaspille l'argent. Et donc, dans ce sens-là, les aides telles qu'elles sont distribuées ne sont pas bien distribuées. Il faut repenser complètement la politique agricole et le reste suivra autour. Mais c'est quand même le cœur. Mais est-ce qu'on a encore l'argent pour aider l'agriculture? Écoutez, on fait toujours référence aux 38 ou 40% du budget européen qui part vers l'agriculture. Mais le budget européen, c'est un budget croupion à l'échelle de l'Europe. C'est 1% du PIB des États membres. Quand on regarde le secteur agricole par rapport aux autres secteurs économiques, c'est le moins aidé de tous les secteurs. Vous prenez l'automobile, vous prenez la chimie, vous prenez l'aéronautique, ce sont des secteurs beaucoup plus aidés. Et on a l'impression, parce que c'est tout à fait transparent au plan européen, que l'agriculture est plus aidée que les autres secteurs. C'est faux. Alors, justement, Jérémy Deserle, vous dites, attention, il faut professionnaliser l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut déterminer réellement qui est un actif agricole. Déjà, on dit qu'il faut professionnaliser les acteurs de la profession. Donc, pas forcément le métier, mais en tout cas, ceux qui en vivent, enfin ceux qui devraient en vivre. Donc voilà, nous, effectivement, on pense, comme Jean-Marie a pu le dire, que la PAC est, en tout cas stratégiquement et en termes de sens, un petit peu en bout de souffle. À bout de souffle. Donc nous, effectivement, on pense qu'il faut retrouver une PAC qui a du sens et qui redéfinisse finalement ce qu'elle veut aider.
Est-ce que la PAC veut encore aider, vous l'avez dit, la reine d'Angleterre, le prince de Monaco, ou est-ce qu'on se dit non, on va aider l'actif agricole, l'actif professionnel, donc ça nécessite de le redéfinir, de définir, ou en tout cas que l'Europe puisse permettre de donner un cadre qui après donnera la possibilité aux États membres de clarifier une définition de l'actif agricole. Donc nous, on pense effectivement, si la PAC veut retrouver du sens et si l'Europe veut redonner une stratégie à son agriculture, il faut quand même qu'elle puisse aussi s'inspirer de ce que font les autres pays, les États-Unis, le Brésil, et quelle énergie aussi y mettent au-delà de l'argent en tant que tel, voilà, et quelle stratégie il y a derrière. Donc nous, on attend de ça, enfin de l'Europe en tout cas, qu'elle puisse redonner un peu de sens à son agriculture aussi. Parce que c'est vrai qu'on va saupoudrer un peu des aides partout, alors que peut-être on aura intérêt à les focaliser, je ne sais pas, sur les jeunes agriculteurs, à 100% actifs agricoles. Focaliser, je ne sais pas, mais comme vous venez de le dire, aujourd'hui, l'Europe détermine un budget pour la PAC qui est, loin s'en faut, débattu pendant de longues heures et de longues semaines. Et une fois que le budget est défini, eh ben on le répartit dans les États membres. Et en gros, on dit aux États membres, avec quelques réglementations, démerdez-vous avec ça, donnez ça aux paysans, et puis on verra bien. Et finalement, et on dit, on laisse place au marché, on ne se préoccupe pas du marché, on reste dans le libéralisme. Sauf que Xavier Belin le disait souvent, le tout marché, ça ne marche pas, on le voit, en tout cas ça ne marche pas pour les agriculteurs européens, et même des pays du nord de l'Europe qui ont peut-être plus encore l'état d'esprit libéral. Ils en reviennent aussi. On voit les Irlandais qui étaient justement pour l'arrêt des quotas laitiers. Aujourd'hui, ils commencent à revenir vers l'Europe en disant qu'il faudrait peut-être quand même mettre des outils de régulation en place. Donc l'Europe ne peut pas ne pas se préoccuper des marchés et doit, dans sa stratégie agricole et dans la stratégie de la politique agricole commune, se poser aussi ces questions-là. Il n'y a sans doute pas bien plus libéral que les Américains. Néanmoins, ils mettent quand même une politique de protectionnisme sur leur agriculture et sur l'alimentation, entre autres. Alors, on va demander l'avis à Régis Bingui. Alors, Régis Bingui, c'est un agriculteur un peu particulier, malgré lui, puisque, effectivement, Régis Bingui, donc... Rémi Bingui, le frère de Régis Bingui, qui est en 4e de page sur Libération, là, actuellement. Vous êtes producteur laitier. Vous avez eu le malheur de donner votre avis dans le cadre d'une émission qui s'appelle Envoyé spécial, et vous êtes fait virer de la collecte Lactalis. C'est bien ça? C'est cela. Si on résume au plus simple, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon. Et vous, comment vous percevez cette éviction? L'éviction, disons qu'on a mis au grand jour tout ce que les producteurs pensaient sans le dire. Et aujourd'hui, on est assez fiers de ce qu'on a fait, vu que ça va peut-être faire bouger les choses, justement. Mais par rapport à l'émission, le but n'était pas de s'attaquer directement à Lactalis, c'était l'ensemble de la production laitière. Revoir tout ce qu'il y avait un peu de pouvoir, la répartition des marges, de pouvoir expliquer et de pouvoir bien dire qui gagnait quoi. Et en fait, ça, on n'a pas réussi et on ne le sait pas. Donc le problème, il est toujours entier. Mais aujourd'hui, le transformateur et le distributeur, on ne sait pas, entre un prix payé du lait à 300 € et qu'on retrouve à l'équivalent de 500, 600 € suivant la matière qui est produite derrière, où va la différence? Bon. En tout cas, Monsieur Lactalis, c'est important de savoir accepter justement les contradictions parce que ça permet de progresser. Mais si vous êtes là, c'est pas pour parler de l'affaire Lactalis, c'est pour parler de votre perception aujourd'hui des aides. Comment vous réagissez par rapport aux politiques d'aide? Les aides, disons, nous ce qu'on veut, c'est un prix payé à sa juste valeur. Les aides, on n'en aurait pas besoin. Bon, elles sont là, elles existent, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Mais la répartition n'est, comme le disait tout à l'heure mon voisin, Jérémy, ne sont pas bien réparties. Ça, on est d'accord, et il faudrait revoir tout ça, quoi. Parce que la vraie question... Jean-Marie, vous démarriez. Je crois que le plus important, c'est encore une fois de bien définir ce que l'on veut. Vous sous-entendez que les aides sont mal utilisées, que l'argent est mal utilisé, parce que vous entendez derrière qu'elles sont faites pour arriver à des prix constants. Ce n'est pas une évidence en soi. Quand on veut augmenter la production,
on sait effectivement que les investissements ils se font sur du long terme. Et donc, un pays qui veut augmenter sa production, ce qui était le cas de la France et de l'Union européenne au lendemain de la guerre, où on n'était pas autosuffisant, donc il fallait augmenter la production. Et effectivement, la politique à ce moment-là, c'est d'abstraire les agriculteurs, de les protéger complètement des variations de prix. Dans l'état d'aujourd'hui, où le développement de la valeur de l'agriculture française, européenne mais française, il y a deux registres. C'est l'aspect qualitatif en interne, en augmentant la valeur, en augmentant l'image, en augmentant ce que le consommateur est prêt à payer. Et sur l'exportation, c'est de satisfaire les marchés, non pas de dégager nos surplus, mais de satisfaire les marchés. C'est deux logiques différentes, c'est deux vraisemblablement politiques différentes. Et autant il me semble qu'il y a des phases où on doit protéger les agriculteurs des variations de prix, et je ne dis pas ça parce que Jérémy est là, mais je pense qu'un des éléments modernes de la politique agricole serait de protéger le jeune agriculteur, notamment celui qui, à titre individuel, celui qui rentre dans une société, la société a déjà une partie des ressorts pour résister, mais de le protéger de variations de prix pendant 3, 4, 5 ans. Par contre, ensuite, est-ce que la politique moderne, c'est pas de donner les moyens aux entreprises agricoles de pouvoir s'adapter à ces variations de prix? Et je crois qu'il ne faut pas faire croire aux agriculteurs qu'on va arriver à gommer ces variations de prix. Je pense que c'est un leurre. Et du reste, quand on regarde la politique américaine, elle n'élimine pas les variations de prix. Elle les tamponne dans un couloir, mais qui est quand même très très large. Jacques Carle. Il n'est pas question d'éliminer les variations de prix. Il est juste question d'éviter que les variations de prix les plus importantes ne mettent les agriculteurs en difficulté. On est dans un monde qui va vers 10 milliards d'hommes, avec des besoins alimentaires croissants. Il y a aujourd'hui, je le répète, des politiques dans tous les grands pays qui sont des politiques de soutien en période de crise. L'Europe n'a pas de politique en période de crise. La seule chose que l'on demande, c'est décréter les crises. Pour le reste, le marché doit jouer. Et bien évidemment, le marché est l'élément essentiel de la compétitivité. Mais on ne peut pas demander à des agriculteurs de faire face à des effondrements de prix et ne rien leur proposer en face, sinon 6 mois ou 1 an après, des solutions qui sont très réchauffées. Bon. Mais comment font les Chinois pour payer du blé à 360 $? Les Chinois, ils ont effectivement deux politiques. Ils ont une politique intérieure qui est une politique de soutien des prix, parce qu'ils ont d'abord une population rurale très importante et ils ont un objectif de sécurité alimentaire. Ils ont un plan pour atteindre, notamment dans le domaine céréalier, une sécurité alimentaire, c'est très clair. Pour le reste, ils ont besoin d'assurer les compléments en se fournissant sur le marché mondial au prix les plus bas possibles. Donc ils sont très libéraux à l'extérieur et très dirigistes à l'intérieur. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais il faut s'en rapprocher un petit peu. Pour compléter ce que dit Jacques, juste une phrase. Une dixième de seconde, jusqu'à un passé récent, je crois que c'est plus le cas, mais jusqu'à un passé récent, le Brésil avait 2 ministères de l'agriculture. Le ministère des grosses exploitations, c'est l'image que l'on en a, mais aussi le ministère des toutes petites exploitations. Jérémy Dessernes? Non, mais enfin voilà, je pense que vous avez pris l'exemple de la Chine, les États-Unis, c'est un peu le même système aussi. Le Farm Bill, qui est l'équivalent de la PAC chez nous, a un système, enfin 80% des aides du Farm Bill sont finalement des aides alimentaires, donc qui accompagnent finalement la population. Donc c'est un peu considéré comme une aide sociale. Et ça, je pense qu'on peut aussi s'en servir d'exemple en Europe, puisque les agriculteurs ont beaucoup de difficultés à justifier qu'ils touchent des aides aujourd'hui. Si on mettait les aides agricoles avec aussi un lien avec l'alimentation, peut-être que sociétalement ce serait un petit peu plus acceptable. Juste un chiffre sur l'aide alimentaire. Plus de 100 milliards de dollars d'aide alimentaire interne aux États-Unis, c'est l'équivalent de 20 à 25 milliards de subventions à la production agricole américaine. C'est-à-dire que ça représente pratiquement 100% des aides de la PAC. Et ça vient en plus des aides aux revenus pour les personnes les plus pauvres. On fait souvent, on dit que ça compense les aides aux revenus en France ou en Europe, ça vient en plus. Donc c'est un marché d'écoulement de produits alimentaires. On a fait une étude détaillée là-dessus. C'est l'équivalent d'une PAC. Oui. Ça se substitue quand même à la carence des systèmes de retraite américains. Et pas du tout. Pour les plus faibles. Absolument pas. On a fait une étude. Il y a plus d'aide aux revenus pour les plus faibles aux États-Unis qu'en Europe. Alors qu'est-ce qui nous manque là? Pourquoi on n'arrive pas à faire comme les autres pays? Il nous manque quoi? Une vision, un cerveau, une capacité, une volonté, un courage politique? L'Europe n'est pas un État. L'Europe, c'est 28 pays
qui essayent de se mettre d'accord. Et comme vous l'avez souligné, on est arrivé à un point où la Commission ne donne plus un cap stratégique, elle met sur la table un gâteau que se partagent les 28 États, qu'ils redistribuent selon des règles assez différentes d'un État à l'autre. Je partage complètement, mais le problème qu'on a, nous, c'est qu'il n'y a pas de politique française, il n'y a pas de vision française de l'ambition agricole. Donc heureusement que la réforme de la PAC va être décalée, parce qu'on partait au massacre à aller la négocier quand nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Et Il y en a qui savent. On ne sait pas ce qu'on veut globalement au niveau français, je suis désolé. Le gouvernement, non, mais il y a des propositions sur la table qui pourraient permettre de Les redistribuer propositions la d'un PAC. think tank, les propositions d'un syndicat, les propositions d'un autre Oui. syndicat, c'est pas une politique. La Mais politique, d'accord. c'est l'État. Mais Non, non, mais il y a peu de politiques aujourd'hui qui sont impliqués dans l'agriculture. Ils viennent tous au salon, ils n'ont pas de vision stratégique sur l'agriculture. On est d'accord. mais même au sein de la dernière réforme, on n'y a pas été unis, la position de la France. Mais on a un petit peu ce problème en France. L'agriculture est riche de tout l'environnement qui l'entoure. Néanmoins, ça fait tout un tas d'interlocuteurs qui peuvent avoir des idées diverses et variées. Donc ça nécessitera aussi, si on veut une politique européenne forte, effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, que la France tape du poing sur la table. Mais pour taper du poing sur la table, il faut quand même avoir un peu de bagou. Et pour avoir du bagou, ça veut dire que toutes les organisations professionnelles françaises tirent un peu sur quelques objectifs, parce qu'on ne tombera pas tout le temps d'accord, mais sur quelques objectifs donnent une directive. Les politiques devront la suivre s'ils considèrent quand même que le poids de la profession et la vie de la profession a encore du sens. Et si on y va tous réunis, la profession, les régions de France aussi qui ont un rôle à jouer dans tout ça, et l'État, ma foi, ça commencera à faire un petit peu de poids et on pourra aussi trouver quelques partenaires européens pour aller négocier une PAC qui a du sens. Rémi, comment vous réagissez? Mais disons que moi, ça me surprend un petit peu parce qu'aujourd'hui, il se montre des choses en France, des associations de consommateurs qui arrivent à rémunérer à un juste prix sans les aides. Donc pourquoi on n'irait pas vers ce système-là? Donc vous dites, on est prêt, enfin vous, agriculteurs, à ne pas être aidés, globalement, du manque à des prix, et il faut plutôt agir sur le consommateur plutôt que Tout sur l'État? simplement, le consommateur est roi, donc c'est lui qui est prêt à mettre la main à la poche pour payer un produit qui va définir le cahier des charges. Aujourd'hui, il y a des associations la marque des consommateurs aujourd'hui, pour prendre exemple, c'est qui le patron, entre autres, qui fait ça et qui a fait une enquête. Il y a une enquête de lancée qui le consommateur a déterminé le cahier des charges du produit et qui consomme, enfin qui commercialise aujourd'hui une brique de lait qui permet de rémunérer le producteur à son juste prix. Ça veut dire que vous n'y croyez pas réellement dans les aides? Pas spécialement. On est toujours sous perfusion et ça, c'est pas bon. Ce matin, on recevait Monsieur Dantin, donc député européen, et il nous disait, attention, la PAC, c'est pas sûr en 2020. Hein. Il y a le Brexit. Et rien ne nous dit qu'on aura un budget, concrètement, même pas un budget agricole, déjà un budget européen. Vous êtes confiant? Écoutez, tous ces propos autour du Brexit me font sourire. Parce que le Brexit ne va pas avoir l'impact qu'on imagine. Les Anglais sortent, il reste 27 États. Mais il disait qu'il y avait une ardoise de 10 milliards qui restait. Pour l'instant, c'est le chiffre qui ressort. Les négociations n'ont pas encore commencé. Les Anglais n'ont même pas encore demandé officiellement la mise en œuvre de l'article 50. Alors toutes les spéculations sont possibles. Il reste 27 États membres. C'est la volonté politique le véritable problème. Avec de la volonté politique, vous gérez les budgets que vous voulez. Donc je dirais que le Brexit est un prétexte pour tous ceux qui ne veulent rien faire. Jérémy? Non, mais enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. À un moment donné, Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, bon, c'est bien parce que ce sera repoussé la PAC. Mais enfin, va pas falloir qu'elle soit repoussée non plus à trop grande échelle parce que les agriculteurs, on va continuer d'en perdre et en perdre en pagaille tel qu'on en perd aujourd'hui. Et donc, il faut réagir maintenant. Et les jalons, il faut les poser maintenant. Et il y a notamment, enfin, on va pas rentrer dans les détails et puis être trop précis, mais il y a des discussions autour du règlement européen de la PAC qui pourrait être modifié avant 2020, l'omnibus, où là, il faudra poser des jalons. Est-ce qu'on veut défendre les actifs? Si on dit oui, eh ben, il y a une volonté politique, il y a un peu de courage surtout, et ça permettra déjà de définir quelques points de la prochaine PAC, si elle arrive en 2022, mais par contre qu'il y a quand même eu quelques évolutions avant pour calmer un peu l'érosion, ce serait quand même pas déconnant. Je dirais même que grâce au Brexit,
on a une occasion rêvée de redéployer les politiques européennes et la PAC en particulier. Il y a très peu de députés européens qui sont compétents dans le domaine de la PAC. Je rappelle que jusqu'en 2009, la politique agricole, c'était une dépense obligatoire et le Parlement n'avait pas son mot à dire. Aujourd'hui, au Parlement européen, on n'a pas plus d'une vingtaine de députés compétents. Alors beaucoup de députés repoussent à plus loin en espérant qu'on leur demandera peut-être pas de prendre des options politiques fortes. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question, une question qui est importante. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci.